Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Chers amis de Sur ma route, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine. Nous sommes cette semaine dans les Vosges, pas très loin de Bruyères, Corsuet, là Gérardmer, peut-être un peu plus haut, Épinal là-bas. Voilà, on est dans les Hautes-Vosges, comme on aime. Mon invité cette semaine est Agnès Ledigue. C'est une romancière à succès, une romancière très populaire. Comme le dit le livre de poche sur son site, elle est une des romancières préférées des Français. Elle est toujours très très bien classée dans les ventes. Elle a écrit une dizaine de livres, dont plusieurs ont été traduits dans une vingtaine de langues. C'est donc une autrice, une écrivaine que nous aimons beaucoup et qui s'est installée dans les Vosges, ici, dans cette ferme, où son mari est agriculteur, mais elle travaille la terre également avec son mari. Ils élèvent ensemble aussi des chèvres de la race lorraine, s'il vous plaît, et puis des chevaux, vous voyez, des chevaux et de très belles plantes. On va aller découvrir tout ça avec Agnès qui nous accueille, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici chez elle à Bifontaine. On ira faire un tour dans la forêt à côté. On ira faire un tour aussi près des fromages qui sont fabriqués là, dans son jardin. Enfin, c'est un grand moment de bonheur qu'on va vivre avec Agnès Ledigue, que je vais rejoindre dans un instant. À tout de suite, suivez-moi. Bonjour Agnès. Bonjour. Ça va? Bienvenue à Bifontaine. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, elle a un prénom? C'est Verveine. C'est vrai? Verveine. Attention, il y a du jus dans le. Il y a du jus là, je m'en suis douté. Quel paysage. C'est magnifique. C'est ce qui nous a fait venir ici. Ah ouais, mais ça je comprends. On est arrivé, on a vu l'endroit, on s'est dit, c'est ici. Ouais, alors je me dis, je vais à la rencontre d'une des romancières les plus populaires de France. Et j'arrive ici, je trouve une fermière en fait. Oui, alors je dis autricultrice. C'est-à-dire voilà, alors j'ai inventé un mot. Autricultrice. Autricultrice. D'accord. Autrice et un petit peu agricultrice aussi. Agricultrice. Parce que, donc vous êtes installé, alors la terre, vous la travaillez, vous élevez des bêtes avec votre mari, hein, c'est ça? Mon mari qui lui est professionnellement agriculteur. Voilà, lui administrativement c'est lui qui est agriculteur. D'accord. Maintenant je lui donne des gros coups de main. Ouais, j'imagine. Parce que ça me plaît et que c'est ma formation d'origine. Donc je retrouve mes premiers amours. J'ai un DUT d'agronomie que j'ai passé quand j'avais 20 ans. Mais oui, alors ce qui est surprenant, c'est que quand on lit les bios sur les maisons d'édition, enfin dans les médias, etc., on parle d'abord de vous comme une ancienne sage-femme. Oui. Ça, on le savait, mais votre parcours dans l'agriculture ou l'agronomie, on le connaît beaucoup moins bien. Donc vous avez fait toute une partie de votre vie aussi dans ces métiers-là. C'est mes premières études. Ah ouais. À 20 ans, un DUT d'agronomie. J'ai travaillé un petit peu dans le milieu agricole, au syndicat du contrôle laitier de l'Orne, parce que mon mari est normand, donc on a vécu quelques années là-bas. Et puis en revenant ici, je me suis reconvertie en faisant l'école de sage-femme. Et puis j'ai fait 10 années comme sage-femme. Et à un moment donné, j'étais en cabinet libéral et c'est mes droits d'auteur qui payaient les frais du cabinet. Ah oui, donc là, choisir. Oui. Donc j'ai choisi l'écriture. Mais il y a quand même une démarche d'entrée dans l'écriture qui a été une démarche... parce que là, vous êtes quasi à 100%. Enfin, non, vous travaillez quand même à la ferme beaucoup. Mais c'est quasi 100% sur l'écriture. Oui, c'est mon métier de base. Donc c'était une volonté. Vraiment, c'était pas prévu, non, c'était pas prévu. C'est parce que les livres ont bien fonctionné que vous mettez le doigt dans l'engrenage et puis à un moment donné, il faut quand même du temps pour faire les salons, pour écrire évidemment, pour faire la promo du livre. Et j'avais plus le temps de faire les deux métiers. Mais si j'avais pas eu le succès que j'ai eu avec Juste avant le bonheur, j'aurais continué à être sage-femme. Oui. Alors comment ça fait? C'est quand même ça donne le tournis quand on arrive comme ça dans une... Alors il y a Juste avant le bonheur en 2013, effectivement, puis il y en a eu d'autres après. Mais vous arrivez dans des top 10, j'ai consulté des libraires avant de venir faire cette émission avec vous. Vous êtes dans des top 10 régulièrement. Le livre de poche parle de vous comme d'une des écrivaines les plus populaires de France. Ça doit donner le tournis quand même quand on arrive et qu'on arrive à des chiffres de plusieurs centaines de milliers de livres qui se vendent. On s'attend à ça.
Alors, je m'y attendais pas, mais je pense que je garde la tête sur les épaules parce que, voilà, on a vécu des choses dans notre vie dramatiques et qui vous ancrent dans la vraie vie. Et donc, je me lève pas le matin pour être connue, pour avoir de la notoriété. Ça m'est égal, en fait. C'est pas ça qui compte pour moi dans la vie. Par contre, cette notoriété, si je peux l'utiliser pour au service des valeurs que j'essaye de défendre dans la vie, là oui, je la prends, mais c'est pas ça qui me fait me lever le matin. Ce qui fait me lever le matin, c'est ça. C'est ça. Oui, parce qu'on parle beaucoup du Goncourt en ce moment. Vous ne faites pas partie de ces écrivains qui rêvent du Goncourt. Oh non. Non. Oh non. Non. Oui. Non, de toute façon, je suis pas dans le même, je suis pas dans le même panier. Je pense pas que. Non, c'est. Oui, pour moi, il y a pas, c'est pas une fin en soi. Ce qui me plaît, c'est d'être beaucoup lu par beaucoup de gens, parce que le côté populaire, moi, ça me va bien, parce qu'on est une espèce de grande communauté et c'est formidable. Oui, et puis vous avez des messages. C'est quand même plus agréable quand on a des messages de savoir qu'on est entendu. Ah oui, oui. Vous parliez d'un drame dans votre vie. Vous en parlez de ce drame. C'est votre enfant que vous perdez d'une leucémie, c'est ça. Est-ce que ça a été aussi un moment où vous avez eu envie de dire des choses différemment, où vous vous êtes dit peut-être aussi l'écriture va me permettre de passer un cap, encore qu'on passe jamais vraiment le cap là. Si, ça a été ça. Ça a été le parce que juste avant le bonheur, c'est ça aussi. C'est ce qui m'a amené à l'écriture. À l'écriture de ce livre. Il n'est pas sorti en premier, mais c'est le premier que j'ai écrit. Et après, j'avais pris goût à l'écriture. J'ai écrit Marie d'en haut qui est sorti. Et Albert Michel m'a contacté en disant si vous en faites un dans la même veine, on vous prend chez nous. Donc j'ai repris juste avant le bonheur. Je l'ai retravaillé. Et il a eu le prix Maison de la Presse 3 semaines après sa sortie. Donc ça a changé. Prix Maison de la Presse, et puis il y a eu le prix aussi, un autre prix, vous avez reçu pour Marie d'en haut, le coup de cœur femme actuelle, c'est ce qui m'a permis d'être édité à la base. Mais je n'avais pas du tout prévu ça dans ma vie. On sent que vous êtes, parce que quand on prépare ces émissions, on passe souvent par vos éditeurs, vous les écrivains, vous êtes chouchoutés chez Albin Michel, on vous aime. Hein. Oui, c'est une belle maison d'édition, en même temps c'est vraiment une très très belle maison d'édition. Très belle maison. Mais voilà, et puis une équipe formidable. Je suis tombée sur des gens incroyables, et puis il y a vraiment un travail d'équipe. Et ça c'est chouette, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout aussi. Et j'apprends, parce que je suis une scientifique à la base, agronomie, sage-femme. Et... Vous avez vendu des vêtements aussi, j'ai lu ça quelque part, c'est vrai? Alors c'est quoi cette histoire? Un petit... Peut-être pour gagner votre vie l'été, non? C'est ça? Non, c'était un boulot que j'ai trouvé quand on est revenu en Alsace et que j'étais pas encore sage-femme. Et d'ailleurs c'était un agriculteur qui voulait se lancer dans la vente de vêtements en coton bio, ça n'existait pas encore à l'époque. C'était en 97. Et voilà, mais ça a été une toute petite, un petit détail de ma vie. Un mot sur les chèvres. Elles sont là. Alors c'est des Lorraines. C'est des chèvres de Lorraine. C'est des chèvres de Lorraine. Alors là, vous en tirez quoi? Vous faites des fromages? Qu'est-ce qui se passe après? On est en croissance encore. C'est-à-dire qu'on veut atteindre un troupeau de 20 chèvres en lactation. Là, cette année, on était à 12. Donc on attend que les mères fassent des petites pour grossir le troupeau. Et donc on fait des yaourts, du fromage. Voilà, on fait un peu de confiture de lait quand on a beaucoup de lait. Et on peut venir ici, il y a un point de vente direct ici. Il y a un petit magasin à la ferme. Il y a un magasin à la ferme ici, donc on le signale, hein, c'est très bien. On ne vend que comme ça pour l'instant, on ne fait pas de marché. C'est génial. On vend un peu dans le village, et puis les locaux alentours qui viennent acheter notre fromage. Et la chèvre de Lorraine, c'est une race rustique, donc ça fait un très bon lait. Et les gens apprécient notre fromage. Bah oui, voilà. j'imagine. Et puis c'était une race en voie de disparition, donc nous, ça nous va bien de la prendre, de l'accompagner dans sa reconstruction. En fait. Les téléspectateurs peuvent suivre sur les replays. J'ai reçu le président ou coprésident de l'association des chèvres de Lorraine, André Poinsard. Qui relance, et donc votre mari est membre de l'association? Il est membre de l'association, il est dans le bureau. Lui, il était inséminateur en Normandie, donc tout ce qui est génétique, ça l'intéresse beaucoup. Et là, une race qui est en reconstruction, il y a besoin de bien se pencher sur la génétique quand même, parce qu'il y a 6 familles, il faut bien réfléchir à quel bouc on met avec quelle chèvre, etc. Donc voilà. Et c'est un peu la démarche qu'ont eu certains avec la vache vosgienne à une époque, où la vache vosgienne se perdait un petit peu, et aujourd'hui il y a cette démarche avec la chèvre lorraine, et c'est vraiment très bien. Et je trouve ça
Vraiment nécessaire parce qu'on est dans une espèce d'uniformisation du monde. Ouais. Et il y a une uniformisation des races aussi. Voilà, en vache, c'est la Holstein parce que c'est celle qui font plus de lait. En chèvre, il y a l'alpine ou la saanen. Mais je trouve que c'est comme les dialectes, en fait. Il y a une uniformisation aussi de la langue. J'entendais hier à la radio que dans 20 ans, il y aurait je ne sais plus combien de langues mondiales qui disparaîtraient. Et je trouve que, enfin moi, nous, c'est ce qui nous anime, c'est de travailler sur la biodiversité. Et les chèvres lorraines, elles font partie de cette biodiversité parce que elles font partie de la Lorraine. Donc. Ça, c'est une découverte, on est sur votre terrain ici. C'est ça. Vous avez fait une sacrée découverte. Ouais. On est dans notre petit coin de forêt. Et quand on est arrivé, les précédents propriétaires avaient des chevaux. Ils avaient délimité pour que les chevaux n'aillent pas là. C'était couvert de broussailles. Et donc, un jour, on s'est dit, on va aller regarder ce qu'il y a en dessous. Et on a découvert un espèce de muret avec 3 marches et puis de la terre. Là, on a creusé entre-temps, mais c'était rempli de terre. Mais il y avait ces 3 premières marches. Et donc, on a eu envie d'aller voir ce qui se passait un peu plus loin. Donc, avec des copains, sur 1 ou 2 week-ends, on a creusé pour enlever la terre. Et à chaque fois qu'on creusait, on trouvait une marche supplémentaire. Et moi, forcément, autrice. Oui, je me suis dit, une romancière, forcément. Voilà. Les élucubrations démarrent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais imaginer qu'on trouve au fond de ce trou ? Et donc, dans un abri de fortune, il y a toute une scène où ils enlèvent les broussailles, où ils creusent la terre et où ils découvrent je ne dis pas quoi pour ne pas révéler les choses. Mais j'ai construit une intrigue autour de ça. Et c'est un endroit qui est hyper inspirant. Parce que, mais les Vosges, en général, vous inspirent complètement. On sent que vous savez vraiment vous en tirer. Est-ce que l'enfance... Parce que là, figurez-vous, je pense, en voyant ça, en voyant cette forêt, etc., je pense à l'enfance. Parce qu'on jouait, on construisait des cabanes. On était peut-être beaucoup plus libre d'ailleurs qu'avant. On allait traîner un peu partout. Moi, avec mes 2 sœurs, on allait dans la forêt, derrière le village en Alsace, dans la vallée de la Bruche. On n'était pas surveillés. Ils nous laissaient partir. Mais votre enfance, vous, elle vous... Qu'est-ce qu'elle vous a laissé finalement ? Est-ce qu'elle vous nourrit toujours aujourd'hui ? Alors pas seulement dans vos romans, mais dans votre vie ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir reçu des valeurs qui me nourrissent aujourd'hui. J'ai eu des parents instits et ils faisaient leur bois dans la forêt pour se chauffer. On allait avec nos schtroumpfs, on s'amusait dans la forêt, ils nous emmenaient en vacances un peu au petit bonheur dans un vieux J7 qui... aménagé. On a vécu des choses assez incroyables et par exemple, on se chauffe au bois aujourd'hui. Quand j'étais ado, je râlais quand ils nous obligeaient à ranger le bois, à le ranger. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à le faire. Donc j'oblige ma fille qui râle. À son tour. En me disant, peut-être qu'un jour, elle sera contente de le faire. Et qu'il imposera à sa fille un jour. Voilà. Et c'était l'époque où on lisait... Je crois qu'on est à peu près de la même génération, vous êtes un peu plus jeune que moi quand même. On lisait Sylvain et Sylvette. Oui, bien sûr. Les Sylvain et Sylvette. C'était absolument génial, dont l'auteur est décédé il n'y a pas longtemps et qui était lorrain, qui était originaire de Nancy. Dans les Vosges, on fait aussi parfois du feu au mois d'août pour se réchauffer. Donc... mais ça, c'est des Vanoni. C'est ça, dans les Vosges, il fait beau. Voilà. Là, on est dans votre jardin, il y a toujours un animal avec nous. Oui. Il y a un attachement vraiment. Alors, plus que la nature, chez vous, c'est le monde animal aussi. Le vivant. Le vivant, bien sûr. Mais les animaux, quand même, on ne les connaît pas tous bien, quand même. On ne connaît pas tous bien cet univers. C'est apaisant de vivre avec des animaux. En fait, c'est au quotidien. Si on part un après-midi, on rentre, on va voir nos chèvres. On y retourne encore le soir avant de se coucher. On se lève le matin, on pense aux chèvres. Et puis, c'est une responsabilité. Emmanuel est parti quelques jours avec notre fille chez ses parents en Normandie. Donc, j'ai géré la ferme 6 jours toute seule. Et j'étais épuisée parce que c'est pas mon vrai métier à la base et je ressentais cette responsabilité d'animaux vivants quoi.
Et c'est pas rien, c'est pas rien. Non, Mais c'est hyper stimulant en fait. c'est stimulant, puis voilà, est-ce qu'ils nous disent des choses aussi, même y compris sur leur mode de vie, leur mode de C'est fonctionnement, les drôle, animaux? oui, Ouais. c'est très drôle à observer. Bah là, il y a les poules, il pourrait y avoir un MeToo poule, parce que les poules Chèvres aussi, femelles... non non, chèvres, non. ça va. Non, là, les chèvres, plutôt, quand elles sont en chaleur, elles se mettent de l'autre côté du grillage et Ah, le bouc, d'accord. il est tout fou parce qu'il n'arrive Ok. pas à les atteindre. Mais les poules, c'est un peu plus... Quand il y a un coq dans, Oui. dans la basse-cour, il fait un peu ce qu'il veut avec ses ergots. Et ouais, observer les chèvres, ben en fait, c'est une vie, le troupeau, c'est un organisme à part entière. Et donc, il y a celles qui sont un peu dominées, il y a les dominantes. C'est vraiment très, très drôle à observer. Les chevaux, c'est pareil. Enfin, c'est la vie, c'est la vie. Bien sûr. Alors, vous parliez de votre... c'est pas votre vrai métier, vous disiez tout à l'heure. Votre vrai métier, c'est écrivaine, romancière, comme ça, qu'on dit. Donc, vous écrivez ici, vous? C'est ici? Oui, alors C'est le calme ici, tout en haut dans la ici. maison, là, il y a une grande fenêtre Ouais. et c'est mon bureau. D'accord. Et donc j'ai vu sur la crête des Vosges et c'est très inspirant, J'imagine. très calme et très inspirant. Le dernier livre, donc, qui est sorti chez Albin Michel, hein, c'est ça? Répondre à la nuit. Répondre à la nuit. Alors, c'est beaucoup de choses, mais c'est un hymne à la nature, c'est une défense de la nature, etc. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est un roman. Oui. Hein, c'est Oui. un roman, Ouais. il y a une intrigue, Ouais. il y a, hein, je veux dire, on a parfois tendance un peu à oublier, on se dit Agnès Lodic, c'est une militante, c'est quelqu'un qui est quand même très engagé sur les questions écologiques, mais c'est l'écrivaine, c'est la romancière, c'est la polardière aussi, Ouais. donc je veux dire, il ne faut pas qu'on l'oublie ça. Oui, il y a une petite intrigue dans Il y a une Répondre à la intrigue, hein. nuit. Ouais. Ouais. Bah, en fait, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que on peut transmettre des valeurs, des idées, des engagements Oui. à travers une histoire romancée où moi j'espère que les lectrices et les lecteurs, en s'attachant aux personnages, vont recevoir les messages de façon un peu subliminale. Ouais. Par exemple, je parle des coupes rases dans la forêt, c'est une hérésie. Les coupes rases, c'est un vrai problème. C'est uniquement pour des questions d'argent, mais au niveau du vivant, ça n'a aucun sens. Et ben, dans une scène où j'aborde les coupes rases avec Rémi qui est bûcheron, je me dis, ça fait peut-être réfléchir les gens un peu inconsciemment. Et puis la fois suivante où ils vont entendre un reportage sur les coupes rases, ils vont se dire, ah, j'écoute parce que j'en ai déjà entendu parler. Sur divers sujets comme ça. Je pense que en tant que romancier, on a cette chance et peut-être cette responsabilité de croquer la société et essayer d'avancer ensemble, Vous en êtes fait. écouté. Oui, Vous êtes écouté. oui, Moi, j'ai vu les cette notoriété réactions. dont on parlait Votre tout à l'heure. notoriété. Ouais. Moi, j'ai vu les réactions. Alors, parce que là, en plus, ça a cartonné au niveau des médias nationaux. Moi, j'avais lu ça sur TF1, etc. Au moment où il y a le vote sur la loi Duplon, hein, c'est ça, où là, vous poussez vraiment un coup de gueule. Ouais. Et on vous entend. Oui. On vous entend. Alors qu'il y a plein de gens qui ont poussé des coups de gueule sur la loi Duplon, on ne les a pas entendus. Vous, on vous entend. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est relayé. J'étais étonnée, je ne pensais pas. Pourquoi alors justement, qu'est-ce qui fait que vous avez à ce moment-là vraiment poussé un coup de gueule en disant c'est un acte criminel? Vous utilisez ces mots-là. Hein. Ben je l'assume. Prendre des décisions où on sait pertinemment que ça va tuer des gens, c'est un acte criminel. Et c'était au moment, le vote arrivait au moment où on fêtait l'anniversaire on aurait dû fêter l'anniversaire de notre fils. Oui. Et ben, en allant au cimetière, je me suis dit, je ne supporte plus cette impunité des élus qui décident de choses qui vont être délétères pour la population. Et donc, en allant au cimetière, j'ai demandé à mon mari, j'ai demandé à nos 2 enfants, est-ce que vous êtes d'accord que je mette une photo de Nathanaël et que je prenne position? Ils étaient d'accord parce que eux aussi, ça les met en colère. Mais je ne pensais pas que ce serait relayé comme ça. Et ben, c'est la journaliste du Parisien qui en a fait un article. Et puis après, ça a été relayé. Et tant mieux, parce que peut-être que c'est allé jusqu'à l'oreille d'élus qui vont peut-être à un moment donné se dire il faut peut-être pas qu'on fasse n'importe quoi, parce qu'il y a la vie de nos enfants qui sont en jeu. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qui vous... Alors, on connaît à peu près les choses qui vous mettent en colère dans ce monde. Qu'est-ce qui vous réjouit, vous rassure sur la nature humaine aujourd'hui, quand vous observez un peu cette planète?
Les dynamiques humaines qui ont compris les choses et qui essayent d'œuvrer pour du mieux. J'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle le Green Letter Club et j'entendais il y a quelques semaines, il y a un numéro qui est sorti avec Pablo Servigne qui parle de collapsologie, etc. et qui met beaucoup d'espoir en disant quand il y a des catastrophes, des choses comme ça, en fait l'humain, contrairement à ce qu'on pense, parce que c'est dans les films hollywoodiens où tout le monde va se taper dessus et s'entretuer pour survivre, non, quand il y a des catastrophes, les gens s'entraident. Et ça, c'est mon espoir. C'est vrai. Et on l'a vu à Valence, en Espagne, quand il y a des inondations, les voisins, ils se serrent les coudes, ils se retroussent les manches ensemble, et puis ils vont chez l'un, chez l'autre. Et ça, c'est vraiment l'espoir en l'humain. Et en ça, je pense qu'en tant que romancier aussi, on peut changer le récit. Comme le dit Cyril Dion, il faut qu'on change le récit de nos sociétés et ne pas arrêter de faire des films qui parlent de gens qui s'entretuent quand il y a ce que je dis, une catastrophe. Non, il faut montrer des choses positives. Ça se passe bien. Oui. C'est ce qu'on essaie de faire, Ben oui. cette émission. On va aller goûter vos fromages. Les fromages d'Emmanuel et de vous que vous faites, et vos yaourts. Avec grand plaisir. On y va et on emmène, comment c'est son nom? Romy. On emmène Romy. On y va, c'est parti. Bon ben Agnès, c'est déjà la fin de l'émission, ça passe vite. Ça passe vite. Et on est avec Emmanuel, votre mari, donc, dont on a parlé un petit peu dans cette émission. C'est vous l'agriculteur. Oui, donc, tout à fait. On dit comment? On dit paysan, agriculteur, comment on vous décrit? Éleveur? Paysan, j'aime bien, parce que Paysan, dans c'est paysan, beau, il y a hein. pays, il y a pays, il y a Paysan. paysage. Et moi, j'aime bien éleveur. Éleveur aussi. C'est un peu ma passion. Ouais. Et avec un éleveur quand même qui est un mélange, vous m'avez dit, alors de Normandie, d'Alsace, de Lorraine. J'ai grandi en Normandie. Ouais. Dans le Ça s'entend un petit peu quand dans même. le bocage normand. Alors les Normands vont dire que j'ai un accent alsacien, les Alsaciens vont dire que j'ai un accent normand. Est-ce qu'il y a vraiment la tradition du lait? La Normandie, on la lie énormément au lait. On dit c'est le lait. On dit c'est autre chose aussi, la Normandie. Oui. On dit c'est aussi On parlait du calva, non? le calva, bien sûr. Oui, oui. Hein, c'est ça. Tout à fait. Ouais, ouais. Donc là, c'est les produits que vous sortez. Les gens peuvent venir acheter. Il y a une boutique de vente directe ici. Ouais. Voilà, on en est. Bon, Et là, ouais, c'est deux yes. différents fromages de chèvre, non? Alors le premier, enfin celui qui est au centre, est un fromage frais qui a été démoulé il y a peu de temps, 2 jours, voilà. Ouais. Une partie de ce fromage frais est vendue tout de suite, en direct, et une partie va en cave d'affinage quelques jours, une semaine. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et le deuxième plateau, c'est du fromage qui revient de cave, qui est affiné donc. Et si on le veut bien fait, on peut le laisser longtemps Ça se fait, ça? Oui, ça se fait tout à fait, oui. On le laisse en cave d'affinage plus longtemps? On peut, alors en cave d'affinage, Non. c'est compliqué à gérer. Ou comme ça, à l'air Alors, libre? Frigo. Le mieux, c'est quand même le frigo. Le frigo, Ouais, d'accord, ouais. c'est ça. On peut le laisser longtemps dans le bas du frigo. On a des clients qui en achètent plusieurs et qui le laissent tranquillement s'assécher. Il devient un petit peu plus sec. On peut apprécier aussi. Et donc on fait aussi des yaourts qu'on aromatise avec des brisures de bonbons de la Géromoise, la Géromoise, la confiserie oui. de Gérard May. Comme on est en bio, on Ouais. voulait des brisures bio. Et donc on a bergamote, fruits rouges et bien. ce qu'on a appelé sapin frais, c'est sapin, miel, eucalyptus. Ah, c'est génial. Voilà. Et on fabrique aussi un fromage qui est une feta, mais qu'on ne peut pas appeler feta parce que la feta c'est une AOP. Marque déposée. ouais. Voilà, et donc et c'est à base de brebis et là c'est à base de chèvre. Donc on fait des petits bâtonnets. Là on a enlevé la saumure, mais normalement c'est vendu avec la saumure. D'accord. Et donc c'est une feta de chèvre. En fait. Ça, c'est Et on excellent. l'a Pour les On l'a salades. appelé, voilà, on l'a appelé Oui. la locata Ah, la locata, d'accord. pour local, l'eau Ok. chèvre lorraine, Ouais. K pour caprin puisque c'est du chèvre et locata ça veut dire situé. en Ok, latin. d'accord, Voilà. d'accord. Et on peut vous faire goûter un petit peu de. Ah ouais. Alors oui, ça on va être- l'utilise en salade, surtout l'été. Ça va être un peu salé parce que c'est conservé dans la saumure. Moi, j'aime bien mettre ça dans les salades. Hein. Oui. C'est Oui, fort oui. de sucre. Ouais, Oui, oui. salade de tomates, salade de pastèque. Mais on peut aussi le manger cuit. Là, les courges sont récoltées. Donc, dans une soupe de courges, vous émiettez un petit peu de locata au moment de servir. Ou dans une quiche au poireau, une quiche aux épinards. Sur les œufs, sur le plat, vous pouvez mettre quelques morceaux. Enfin, voilà. Ça, Alors, je ne m'attendais pas du tout, en venant voir Agnès Loding, à parler autant de
voilà, de produits de la ferme, d'agriculture, de paysannerie, etc. Je savais que vous aviez fait des études d'agronomie d'abord, mais je ne savais pas que c'était aussi poussé. Vous êtes vraiment un couple de paysans, on peut dire vraiment comme ça. C'est notre projet de vie. Notre rencontre s'est faite pendant des formations. C'est vrai, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans une spécialisation conseiller laitier, en vache laitière. Est-ce que Agnès vous fait lire ces manuscrits avant l'éditeur? Alors, les derniers, je les lis quelques temps avant l'éditeur, enfin en même temps que l'éditeur. Par contre, les premiers, je faisais partie des premiers lecteurs. D'accord. Sauf que je ne les relisais pas après. Et il y avait souvent une petite différence quand même entre les versions. C'est bien quand même ce genre de lecteur, parce que c'est des lecteurs totalement sincères. Ah oui, qui vous disent des choses, et souvent, il a des idées vraiment judicieuses. Pas beaucoup. Mais quand il y en a une, ça vaut le coup. Emmanuel, vous dévalorisez pas comme ça. C'est pas mon métier. À chaque livre, il y a une ou deux choses où il me dit « Ah, mais j'aurais dit ça plutôt comme ça », ou « J'aurais ce personnage-là, je lui aurais fait faire ça », ou je sais plus, j'ai pas d'idée en tête, mais et où je me dis « Bah ouais, c'est pas faux, il a raison, il a raison ». Agnès, on va boucler l'émission. Un mot pour terminer, quand j'ai lu plein de revues de presse sur vous pour préparer cette émission, les mots, les adjectifs qui reviennent le plus, alors c'est une femme bienveillante, une femme sensible, une femme simple aussi. Je pense aussi à l'article de Sabine Le Sur, qu'on aime beaucoup, de Vosges Matin, qui dit elle est la précurseur du roman feel good, donc du bien-être, etc. Vous êtes apaisante, Agnès. Et on vit dans un monde qui ne l'est pas du tout. Comment vous faites cohabiter tout ça ensemble? C'est cette maison-là qui finalement vous fait cohabiter comme ça? Dans un monde qui est brutal quand même. Alors le roman feel good, je me sens pas trop dans cette catégorie-là. C'est parce que c'est de l'anglais en plus. Et puis je raconte des choses quand même assez dures de la vie. Mais je parle de résilience. Je pense que le mot c'est résilience. Et c'était déjà avant d'arriver ici. Mais ici, cet environnement vivant me nourrit en permanence. Et je pense que j'ai besoin de transmettre aux gens de l'espoir et cette résilience justement, montrer qu'un autre monde est possible. Et ben c'est ce qu'on fait. En fait, c'est ce qu'on fait avec nos mains. On a envie de montrer qu'un autre monde est possible. Et quand des gens viennent dans nos gîtes, on leur propose toujours une visite de la ferme et ils repartent en général assez émerveillés parce qu'on leur montre ce qu'on a vu avec le jardin. La permaculture, le retour de la biodiversité, enfin tout est. On essaye de faire un équilibre en fait entre tout. Et c'est notre projet de vie en fait. C'est ce qui nous anime tous les deux. Et voilà. Je comprends qu'ils soient émerveillés quand même. Parce que oui, mais nous on l'est au quotidien. On y a passé là, quelques heures avec vous. Là, c'est formidable. Hein. Et on l'est au quotidien. Et puis oui, on s'est rencontrés dans ce domaine de l'agriculture et je pense qu'on a toujours eu ce même rêve. Et voilà, on vient de fêter nos 30 ans de mariage et on est toujours aussi heureux, quoi. Bravo. Félicitations. Et votre fromage est fantastique. Il est bon. Un dernier mot. Il y a des bouquins là, dans les tuyaux? Oui, il y en a un. Je vais bientôt écrire. Là. Je devais commencer cette semaine, mais il fait trop beau. C'est à cause de nous alors? Non, c'est à cause du soleil et du jardin. Ça va parler du vivant. Toujours. Bon, on vous suit. Merci de votre accueil. Vraiment, merci Agnès. Merci Emmanuel. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.